Bonjour, si je vous dis mot épicène, écriture inclusive, point médian, vous savez tout de suite que nous sommes dans un débat en France sur la langue française. Et un débat que DV5 Monde organise. C'est un moment exceptionnel, en public, mais pas en public seulement ici, avec nous, en public aussi sur les réseaux sociaux, puisqu'il est retransmis en Facebook Live, Facebook Direct, on va dire en francophonie dans le texte. Et ce débat, bien sûr, ne pouvait être organisé que par et sur TV5 Monde. TV5 Monde qui défend la langue française, ce que ne me démentira sûrement pas Yves Bigot, directeur général de la chaîne. J'aurais du mal à le faire. Sylvie, soyez les bienvenus. Alors vous dans la salle et vous qui nous regardez en direct Facebook, TV5 Monde est la chaîne de la francophonie avec Sylvie, tu l'as dit, on se tutoie entre journalistes. Oui. Voilà, hein, avec une mission très importante d'apprentissage, d'enseignement du français, avec des services, y compris. On a lancé il y a quelque temps avec le ministère de l'Intérieur français un programme d'enseignement et d'apprentissage du français pour les migrants. Hein, donc on s'intéresse vraiment à tous les publics, hein, depuis vraiment les débutants jusqu'au niveau universitaire. On a reçu il y a 15 jours aux États-Unis le prix de la meilleure entreprise française aux États-Unis, notamment pour le rôle qui est le nôtre dans celui de... Je vois que Bernard Cercaglini n'en revient pas. Ça arrive à des Français d'être récompensés aux États-Unis. Et en l'occurrence, c'était nous, mais notamment pour l'engagement qu'on a auprès du développement de l'enseignement du français, alors aux États-Unis et partout dans le monde, puisque nous sommes Français, mais pas uniquement. On est aussi belge, suisse, canadien et québécois, et on représente aussi, au titre de chaîne de la francophonie, les 84 États qui sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, TV5 Monde ne défend pas que la langue française, mais aussi la condition des femmes dans le monde, avec Terrienne, le site et l'émission. Et Sylvie, vous nous interdiriez de ne pas le faire, de toute façon, donc, mais on le fait bien volontiers. Et donc, en fait, on s'y est mis. Moi, vous savez que je suis un grand lecteur de Valérie Solanas. Voilà, donc, on en a discuté déjà souvent, donc voilà, c'est. Je vois que Bernard connaît Valérie Solanas. Mais moi aussi, donc. Et donc, en fait, aussi, on pratique l'écriture inclusive à TV5 Monde. Alors, on la pratique et on en débat. Puisqu'il y a un vrai débat, d'ailleurs c'est ça qui est formidable avec le français, c'est qu'il y a toujours quelque chose à débattre. C'est une langue, Bernard, mais il n'est pas le seul ce soir qui en témoignera, c'est que l'intérêt de la langue, c'est qu'elle est sans arrêt évolutive. D'ailleurs, on est bien placé, nous, à TV5 Monde, pour voir que les pays non français mais francophones contribuent sans cesse, et la créativité des Africains et le rapport à la langue française est quelque chose d'absolument délicieux et phénoménal. Mais on est de toute façon ici à TV5 Monde un lieu de débat, quelles que soient les questions, que ce soit des questions politiques, des questions culturelles, des questions sociétales. Voilà, c'est notre ADN que de faire ça. Donc voilà, je suis heureux d'accueillir pour vous et dans la salle Eliane Viennot, donc professeur émérite de littérature française, autrice. On peut dire auteur aussi. Oui, mais autrice, on en parlera parce que c'est un des mots. Bon, autrice, c'est l'ancien terme, c'est le terme du 19e, si je ne m'abuse. Mais je vous rassure, je vous laisserai débattre entre vous. Voilà. Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Alors, je sais qu'il y a un débat, puisque certains linguistes disent mais que en matière de langue, le masculin est neutre. Bon, je vous laisserai on débattre. En parlera aussi. Et j'espère vous empoigner sans question. sur cette question, parce que c'est ça l'intérêt. Marie-Estelle Pêche, journaliste au Figaro, Kautar Archi, auteur, chercheur, associé au CERLIS Paris Descartes, Claire Guiraud, secrétaire générale au Commissariat à l'égalité femmes-hommes. Et puis, je l'ai suffisamment dit, notre ami Bernard Cercaglini, bien connu des téléspectateurs de TV5 Monde depuis des années. On ne veut même plus se souvenir combien. Et puis Raphaël Enthoven, philosophe, homme de télévision, écrivain, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Alors,
on l'a dit, hein, c'est notre nature d'organiser tout type de débat, et celui-là, alors sur la langue, est fondamental pour nous. Hein. On défend, et vous en êtes, Sylvie, un exemple avec l'équipe de Terriane aussi, les droits des femmes. Et j'ai plaisir de pouvoir vous annoncer justement que TV5 Monde sera le premier média signataire de la convention du HCE. Donc, vous voyez, voilà. On est des bons élèves. Voilà, c'est pour ça qu'on a des professeurs parmi nous. Tout le monde n'applaudit pas. Bon, on va, avant de se lancer dans le débat, qui fait rage en France, on le rappelle. Et donc, en fait, s'il fait si rage en France, c'est un manuel scolaire rédigé en écriture inclusive qui est à l'origine de cette explosion, parce que le débat existe déjà depuis longtemps. Et donc, l'entrée à l'école de l'écriture inclusive. Alors, on revoit tout ça en images avant de poursuivre. Ne dites plus un écrivain transgenre, dites une auteurice. Ne dites plus tous et toutes, dites tous, toutes et tous. Ne dites plus celles et ceux, dites celles, ceux, seuls et celles-le. L'écriture inclusive est une agression de la syntaxe par l'égalitarisme. Un peu comme une lacération de la Joconde, mais avec un couteau issu du commerce équitable. L'écriture inclusive est une réécriture qui appauvrit le langage exactement comme le novlangue dans 1984. L'écriture inclusive, c'est un ensemble de conventions, en effet, accordées en grade, etc. Et puis le point milieu est l'une des 3 options possibles. D'accord. Hein, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle la double flexion, c'est-à-dire les uns, les unes, chacun, chacune, celles et ceux. Donc féminiser et utiliser le masculin. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle des reformulations épicènes, c'est-à-dire utiliser des mots qui ont cette particularité formidable dans la langue française, c'est d'être et masculin et féminin. Par exemple, le mot journaliste, on peut dire un ou une journaliste, ça s'écrira pareil. Alors Bernard Sefilini, monsieur le professeur, vous allez nous expliquer pourquoi ce débat est si ancien. Est-ce qu'il est si ancien ? Écriture inclusive, donc, hors note, écriture inclusive, that is a question. En effet, nous allons nous régaler ce soir. Sylvie, nous allons pratiquer le sport francophone par excellence, c'est-à-dire la querelle de langage. Depuis la Renaissance, le français est cette langue au sujet de laquelle on ne cesse de s'engueuler. Orthographe depuis 1542, trop ou pas assez d'emprunts aux langues étrangères depuis la Renaissance aussi, la querelle des inscriptions, la féminisation, les langues régionales, ainsi de suite. Ce qui est intéressant avec la controverse sur l'écriture inclusive, qui est la forme avancée de la grande, ancienne querelle de la féminisation, qui a commencé avec les précieuses, qui n'étaient pas ridicules, en l'occurrence, c'est qu'elle est totalement exemplaire d'une querelle francophone sur la langue. D'abord, elle concerne l'écrit, c'est-à-dire la forme monumentale, scolaire, acquise, valorisée, presque sacralisée de la langue. On n'y touche pas. Et pour avoir fait une réforme de l'orthographe en 90, je peux montrer mon corps couturé de cicatrices. D'où, deuxième trait de ce genre de querelle, la violence. Avec ce paradoxe que l'outrance, la caricature sont dans le camp des conservateurs. On en a beaucoup d'exemples et encore récemment. Troisième trait, ce genre de querelle articule presque sans fin des couples de notions estimables comme la conservation et le progrès. Yves le disait tout à l'heure, Yves Bigot le disait, une langue c'est un équilibre instable de constante et de diversité dans l'espace et dans le temps. Ensuite, opposition entre en conservateur et progrès, qui ne sont pas forcément l'opposition droite-gauche, pas du tout. Ensuite, faut-il défendre la langue ou faut-il défendre ceux qui la parlent, ceux et celles qui la parlent? C'est-à-dire, est-on dans une défense de la langue ou dans un service au locuteur? Ainsi de suite. C'est-à-dire donc qu'on a toute une série d'oppositions entre progrès, conservation, l'institution, aussi la langue comme mémoire et la langue comme outil social qui sert à communiquer et à vivre ensemble. D'où un débat sans fin, car on peut à chaque fois rebondir d'une notion à l'autre. Sans fin, mais j'espère serein. Et je remercie TV5 Monde, et en la personne d'Yves Bigot et toutes ici, d'avoir tenu
et de tenir ce débat. C'est la grande chaîne de la langue française. Elle doit sereinement, j'espère, traiter cette question qui est tout simplement l'inscription dans une langue où c'est déposer un ensemble de discriminations, en l'occurrence la misogynie et le lexisme, déposer, inscrire la nécessaire parité sociale. Eh bien, nous allons continuer à réfléchir avec un élément très nouveau, puisque Jean-Daniel Lévy de l'Institut Harris a mené le premier sondage sur l'écriture inclusive. Et finalement, il n'y a pas besoin de débat. Les Français, ils sont pour l'écriture inclusive. Alors, un sondage n'a pas vocation à tuer ou à arrêter tout type de débat. Donc ça permet déjà d'avoir un premier état des lieux. Peut-être les premiers aspects ou les premiers enseignements qu'on peut tirer de cette enquête, c'est que quand on pose la question écriture inclusive, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez entendu parler? On a plus de 40% des Français qui déclarent en avoir entendu parler d'une manière générale. Donc ça, c'est le premier aspect qu'on peut conserver à l'esprit. Le deuxième point, lorsqu'on est sur le principe général de l'écriture inclusive, pas forcément sur les modalités pratiques, et notamment un des points aujourd'hui qui pose question, notamment sur le point milieu. Mais lorsqu'on interroge sur le principe, qui est le principe de la féminisation et éviter que le masculin l'emporte sur le féminin, on voit qu'il y a une immense majorité des Français qui est favorable à ce principe-là, 75% de la population, et avec les femmes qui y sont un peu plus favorables que les hommes, les catégories populaires un peu plus que les catégories supérieures, mais pas de clivage important dans la société française. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les femmes qui y seraient favorables et les hommes qui y seraient opposés, les catégories populaires favorables et les catégories supérieures qui y seraient opposées. Ce sont des niveaux d'intensité qui sont plus ou moins marqués, mais enfin en tout cas 3 personnes sur 4 que nous avons interrogées. Alors, vous avez aussi posé des questions très pratiques en utilisant l'écriture inclusive ou en n'utilisant pas l'écriture inclusive. Et finalement, il n'y a pas tant de différence que ça. Quand on pose la question, indiquez-nous les noms de 2 écrivains, voilà, c'est pas si différent que lorsqu'on met écrivain, écrivaine. Alors, on a réalisé un exercice quasiment au réel. C'est-à-dire qu'on a pris 3 échantillons de population qui étaient strictement identiques. Et on leur a posé sensiblement la même question en ne proposant, nous, absolument aucune réponse et en les laissant s'exprimer de la manière la plus spontanée possible. La première question était une formule qui était une formule genrée, citer 2 écrivains célèbres. En posant la question de cette manière-là, on a 12% seulement, je serais tenté de dire, des Français qui vont nous citer au moins une femme parmi les écrivains ou les écrivaines. Lorsqu'on pose la formulation, non pas de manière genrée, mais avec une formulation inclusive, citer 2 écrivains ou écrivaines célèbres, les 12% deviennent 24%. Donc ça ne modifie pas fondamentalement les choses, mais en tout cas, il y a 2 fois plus d'expressions spontanées d'écrivains de sexe féminin. Et puis la troisième approche, qui était la formulation épicène, on a 16% des personnes qui nous répondent à la question citer 2 personnes célèbres pour leurs écrits. Là, donc on passe 12% avec la formulation genrée, 24% pour la formulation inclusive et 16% avec la formulation épicène. Donc l'idée, ce n'est absolument pas de tuer le débat, loin s'en faut, c'est de montrer aujourd'hui qu'on est face à des Français qui sont sensibles à cette thématique-là, que ça commence à être un vrai débat de société. Et je vous retrouve entièrement, c'est-à-dire que les Français, dès qu'il est question de valeurs, dès qu'il est question de notions qui sont des notions identitaires, sont susceptibles de pouvoir s'emparer avec force du débat, et qu'on est dans un contexte où aujourd'hui la question de l'égalité homme-femme, la question de la répartition notamment, ou de la reconnaissance entre les hommes et les femmes existe, et que presque le paradoxe qui peut exister, c'est que quand tout le monde est d'accord, en général dans la société française, les débats restent au niveau de débat et ne passent pas forcément à l'application concrète. Eh bien, nous allons justement donc passer au débat lui-même. Et donc, je vous invite tous les deux à rejoindre vos places dans la salle et à les 4 premiers participants au débat à venir, les 2 Raphaël, Eliane et Marie-Estelle Pêche, si vous voulez bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations déjà. Cette histoire de machin genré, c'est machin masculin. Oui. Hein? Donc, alors, Raphaël Haddad, franchement, c'est vous qui avez commandité ce sondage. Donc, on peut se dire, vous êtes si favorable avec votre association mots-clés.
à l'écriture inclusive. Vous avez écrit, vous diffusez un manuel d'écriture inclusive. Je dirais presque, est-ce que les questions telles qu'elles étaient posées, c'est-à-dire oui, mais si on explique aux gens ce qu'est l'écriture inclusive, à ce moment-là, ils sont d'accord. C'est un peu biaisé, peut-être quand même, non? Bon, d'abord, je vous remercie. Moi, je vais vous dire à quel point je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. On a été, en effet, au départ, on a eu des discussions avec TV5 Monde en vue d'organiser ce débat, et je suis ravi qu'on ait pu l'organiser ensemble, et d'ailleurs avec le soutien du Haut Conseil à l'égalité, dont on parlera, qui sera avec nous dans quelques instants. Alors, les questions sont des questions qui sont des questions, je crois, relativement honnêtes dans leur formulation. Si on demande simplement, honnêtement, aux Français et aux Françaises, est-ce que vous êtes favorable à la féminisation des noms de métiers, en leur donnant des exemples, écrivain, écrivaine, qui est sans doute pas l'exemple le plus facile à appréhender et vis-à-vis duquel on sera le plus spontanément favorable, on se rend compte qu'ils sont plus de 80% à nous dire oui sur cet élément-là. Je ne crois pas qu'il y ait une malhonnêteté particulière dans la manière dont la question est posée. La réalité, et puis je vais le reconnaître, c'est que moi, je suis extrêmement et très favorablement, très agréablement surpris du niveau de réponse. Je pensais que l'écriture inclusive serait un débat qui ferait davantage polémique. Retenons un chiffre. 3 Français et Françaises sur 4 se disent favorables à l'écriture inclusive, entendue comme un ensemble de manières de faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'écriture. Mais c'est une sacrée bonne nouvelle. On n'imaginait pas, quand on entendait un certain nombre de réflexions, quand on voyait l'âpreté du débat, qu'en réalité c'était aujourd'hui un sujet qui faisait assez largement consensus. D'accord. Alors, Marie-Estelle Pêche, vous êtes journaliste au Figaro, et donc vous avez titré sur les délires des féministes avec l'écriture inclusive. Bon, ce sondage ne vous fait pas changer d'avis finalement? Alors, absolument pas. Et je trouve qu'effectivement les questions posées sont assez tendancieuses, parce que l'écriture inclusive telle qu'on l'a entendue ces derniers jours, c'est surtout cette histoire de mots qui sont entrecoupés de points, de slash, de tirés, qui sont absolument illisibles sur une page, qui en plus ont été introduits dans des manuels scolaires, un manuel scolaire de CE2, c'est ce que j'avais mis en avant dans le Figaro récemment. Et tout ça, c'est pas dit dans ce sondage. Je pense que si les questions ont été posées autrement, je pense qu'on aurait abouti à un résultat totalement inverse, à mon avis. Alors, Raphaël Enthoven, vous, en plus, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, Non, comme on dit. Vous avez parlé d'agression de la syntaxe par l'égalitarisme et une entreprise de lavage de cerveau digne de 1984, donc la fameuse dystopie de George Orwell. Je vais m'en expliquer juste en préalable, puisqu'on a commencé là-dessus. Un point là-dessus, si vous demandez aux gens s'ils sont favorables à l'égalité, que les 3/4 des gens répondent oui, ça me semble naturel. Si vous les mettez ensuite face à un texte d'écriture inclusive et que vous leur demandez de le lire, ou vous leur demandez s'ils ont le même plaisir à lire ce texte plutôt qu'un autre texte, vous prenez un morceau, une page du Rouge et le Noir par exemple en écriture inclusive, et vous la comparez à une page du Rouge et le Noir normal et vous demandez quel plaisir ils ressentent, quelle est la page qui leur procure le plus de plaisir, vous aurez 100% pour la page en écriture stendhalienne. L'autre point qui me gêne un peu et que je découvre là, c'est que l'un des débatteurs, pour qui j'ai le plus grand respect, est quand même à l'origine du débat lui-même, que le sondage ou les questions du sondage sont manifestement dictées par la moitié qui est favorable à l'écriture inclusive et que la présentation de Bertrand Cerchilini était une présentation qui rangeait dans le camp des conservateurs ceux qui s'y opposent. Ça ne me va pas. Il ne s'agit pas d'être conservateur quand on s'y oppose. Pardon. S'opposer à l'écriture inclusive, ça n'est pas être conservateur. C'est considérer que le langage change sous l'effet des habitudes, sous l'effet des mélanges, des rencontres, du monde étranger naturellement. Hasard, parking, bistrot, robot, tout ça sont des mots qui viennent du russe, de l'arabe, de l'anglais. Je veux dire, les langues évoluent. Dans La recherche du temps perdu, le personnage de Françoise ou bien le directeur du Grand Hôtel parle n'importe comment. L'un dit « je suis d'originalité roumaine », l'autre elle dit « la fatigue vous coupe le visage ». Mais en fait, Proust lui-même a la sagesse de dire que ces gens-là sont les démiurges d'une langue nouvelle. Donc, il ne s'agit pas du tout d'être conservateur. Ce que je reproche à l'écriture inclusive, indépendamment de plein de choses, et je reviendrai sur Orwell, ce que je reproche à l'écriture inclusive, c'est son volontarisme. C'est-à-dire, c'est le sentiment que l'égalité, en matière linguistique, peut faire l'objet d'une décision verticale, qui viendrait ensuite s'imposer aux uns et aux autres. Je reproche au fond qu'on refuse, qu'on dénie à la langue ce privilège d'évoluer à son rythme, au gré de l'histoire, au gré de l'humanité, et qu'on oublie tout simplement qu'une langue est d'abord une mémoire, et que les mots sont les cicatrices de cette mémoire et des événements qui leur ont donné le jour. Je reconnais volontiers que l'écriture telle qu'elle est, la prévalence du masculin, et
c'est un sexisme objectif, même si le mot de sexisme me semble anachronique pour qualifier l'époque où les choses se sont décidées, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un affrontement entre les hommes et les féministes, si j'ose dire, ou entre les phallocrates et les féministes. Il n'y avait tout simplement pas de féministes. Et donc, on n'était pas dans du sexisme, on était dans une injustice objective. Donc, les époques, de ce point de vue, ne me semblent pas comparables. Voilà. Alors, Eliane Viennot, vous êtes professeur de littérature, et donc vous avez évidemment un avis radicalement opposé. Vous battez depuis fort longtemps pour l'écriture inclusive, pour remettre des mots au goût du jour, comme autrice, qui prévalait avant la grande réforme du XVIIe siècle, de l'orthographe et de la grammaire française, ou même, j'ai vu, capitainesse, par exemple. Donc, pour vous, la langue est sexiste. Elle est un vecteur du sexisme. Alors moi, je défends absolument pas cette idée. Je pense que le français n'est pas sexiste. Le français a toutes les capacités pour exprimer l'égalité des sexes. En revanche, les locuteurs et les locutrices peuvent l'être. Et je pense qu'il faut... Je me tais. Voilà, c'est mieux. Je pense qu'il faut remettre un petit peu les choses en perspective. Par exemple, Bernard Sacchini tout à l'heure a dit que depuis la Renaissance et depuis le XVIIe siècle, il y a énormément de disputes sur la langue française. Ces disputes ne sont pas tombées du ciel. Elles sont tombées du fait que quelques personnes, parce qu'à l'époque les lettrés sont peu nombreux, ont décidé de faire marcher la langue sur autre chose que sa tête, ses pieds, pardon. On a essayé de la faire marcher sur la tête. Beaucoup des gens, à cette époque-là, ont commencé à condamner des mots féminins. Effectivement, capitainesse, effectivement, autrice, effectivement, écrivaine, effectivement, on a des expressions d'hommes qui nous disent, c'est écrit, il ne faut pas dire autrice, peintresse, médecine, philosophesse, mots qu'on trouve dans la langue du Moyen-Âge. Et donc, pourquoi ne faudrait-il pas le dire? Eh bien, ça a provoqué effectivement des réactions. Et en général, d'ailleurs, les gens ont continué à dire ces mots-là. Hein, le mot peintresse, par exemple, qui est condamné vers le milieu, qui commence à être condamné vers le milieu du XVIIe siècle. Rousseau l'emploie encore, et c'est pas un grand féministe, Rousseau. Et Littré nous explique à la fin du XIXe siècle que dans les écoles de gravure et de peinture, on continue à appeler les femmes des peintresses. Donc, il faudrait, je pense qu'avant de lancer ces grands cris sur qu'on a entendus depuis 15 jours, il faudrait connaître le sujet. Et le sujet, c'est que la langue française veut qu'on parle des femmes au féminin et qu'on parle des hommes au masculin, comme toutes les langues romanes d'ailleurs et comme le faisait le latin. D'accord. Alors l'un des points clés de ce débat, c'est le pluriel. Hein. Et donc vous, par exemple, Marie-Estelle Pêche, vous dites que le masculin qui prévaut pour le pluriel, mais qui pose question évidemment pour les enfants. Hein. Quand vous dites 1000 femmes et un valet, par exemple, sont partis IS, bon, ça fait curieux quand même. Hein. Les enfants ne comprennent pas, mais vous dites que ça a une valeur de neutre. C'est pas vrai pour tout le monde, ça. C'est une simple règle grammaticale. C'est que ça a été inventé au XVIIe siècle. Avant, il y avait l'accord de proximité. Non, il y avait débat à l'époque, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les linguistes ont tranché. Ils ont décidé qu'effectivement, le masculin l'emportait. Sachant qu'ils ont considéré que le masculin n'était pas un réel un genre masculin, mais un genre neutre. C'est pas les linguistes qui ont tranché, c'est l'école, à la fin du XIXe siècle, qui a imposé que dans l'école primaire, on apprenne cette règle. Parce qu'on jusque-là, madame, dans les textes, y compris en plein XIXe siècle, y compris jusqu'à la fin du XIXe siècle, vous voyez des grands lettrés qui utilisent l'accord de proximité. Alors, justement, si je peux me permettre, je vous lis ça, parce que je trouve ça assez joli, c'est de Racine. Surtout, j'ai cru devoir aux larmes et aux prières consacrer ces 3 jours et ces 3 nuits entières. Alors... Oui, beau. Armez-vous d'un courage et d'une foi nouvelle. Hein. C'est Racine aussi. Hein. Bien sûr. Moi, ça me gêne pas, l'accord de proximité. Il n'y a aucun problème. Ce qui me gêne, si vous voulez, ce sont les mots. Non, pardon. Il y a un instant, vous étiez favorable à la féminisation des métiers, la langue était sexiste. On mélange. Je vais finir et après vous pourrez soutenir l'écriture inclusive, c'est formidable. Je vais finir et après il suffit juste de vous laisser y réfléchir. Je vais finir et après vous pourrez m'interrompre. J'ai pas changé d'avis sur cette question. J'ai toujours dit que si une écriture
qu'une écriture portait la trace des événements qui lui avaient donné le jour et que, en l'occurrence, si la règle voulait que, voilà, armez-vous d'un courage et d'une foi nouvelle, si c'était la règle, ça ne me poserait aucun problème. L'enjeu n'est pas de lutter contre la féminisation de la langue, l'enjeu est de lutter contre l'invasion du langage par la morale. Je vais finir, après vous pourrez m'interrompre, je vous jure. Non, parlez après vous du coup. Oui, malheureusement c'est comme ça, il faut que ce soit successif, voilà, c'est comme ça. Deux choses, je ne sais pas où vous avez vu Pinterest chez Rousseau, j'ai lu quelques pages de Rousseau, je l'ai jamais trouvé. Littré dans le Littré. Je me rends à ça, une lettre mais j'en viens justement à cet argument selon lequel l'écriture inclusive finalement est une façon de corriger le tir. Parce que la langue marchait sur la tête et qu'au fond... Non, des personnes ont essayé de la faire marcher sur la tête. La langue française, elle a toujours très bien marché. Enfin, le fait est qu'au 19e siècle, l'écriture inclusive était comme un peu minoritaire, peut-être. Et donc, elle marchait sur la tête, puisqu'elle méconnaissait la féminité. Alors, vous présentez les choses de cette façon-là. Il me semble que c'est anachronique. Il y a une différence à faire entre une époque, la Renaissance, vous la connaissez mieux que moi, vous l'enseignez, entre une époque, la Renaissance, où le langage n'est pas encore codifié, et où la codification qui intervient ensuite est une codification qui porte avec elle tous les préjugés de son temps et qui, par conséquent, sexise la langue. Clairement, masculinise la langue et introduit la prévalence du masculin sur le féminin. Bien. Ce qui est un fait historique, déplorable, certainement, mais déplorable selon les critères d'aujourd'hui. Et l'ambition de l'écriture inclusive aujourd'hui, qui est d'intervenir sur une langue qui, pour le coup, est hyper codifiée et à laquelle on voudrait, en un instant, en un coup de crayon, en une loi, à laquelle on voudrait ôter sa dimension viriliste, viriarcale, ce que vous voulez, machiste, phallocrate, phallocentré, peu importe le langage, le mot, ils disent tous la même chose ici. C'est pas le même geste. Ces deux gestes ne sont pas comparables. Et juste un mot, parce que vous m'avez posé une question sur 1984. 1984, dans 1984, chacun sait que Orwell forge le mot de novlangue pour désigner un appauvrissement du langage. La thèse d'Orwell est de dire que la thèse de Océania, c'est-à-dire de la dictature qu'il décrit, est de dire que si on réduit le langage, si on réduit les mots, on réduit la pensée. Et il a raison. Or, l'écriture inclusive, à bon droit, exhumant des mots anciens, disloquant les mots aussi, fabrique des choses nouvelles, des mots qu'on ne voyait pas avant ou qu'on avait perdu l'habitude de voir, peintresse ou philosophesse, que je découvre en vous écoutant. Donc, on peut considérer que c'est le contraire. Or, là où les deux choses se ressemblent, c'est qu'il s'agit dans les deux cas d'une altération délibérée du langage en fonction d'un principe qui n'a rien à voir avec lui et totalement anachronique, qui consiste à déposer sur une époque qui ne se posait pas ces questions-là, qui ne se posait pas ces questions-là, non, et qui consiste à déposer un pouvoir qui serait un pouvoir. Je vais finir, ne vous en déplaise, je vais finir. Mais je vais finir quand même. Mais je vais quand même finir. Ce qui vous désespère, mais je vais que la bataille, vous êtes en train de la perdre. C'est pas grave. Je vais quand même finir. Pour l'instant, personne ne vous entend, donc je vais quand même finir. Je dis juste que le problème ici, c'est le caractère délibéré de la démarche, c'est l'imposition de quelque chose qui, pour le coup, mais par qui? Alors justement, on voit bien que nous proposons de nouveaux usages et c'est parce que ces usages résonnent. Mettre un point milieu au milieu du mot étudiante. Qui simplement, mais attendez, mais personne pour l'instant. Est-ce que je peux prendre la parole un instant? Parce que depuis tout à l'heure, on nous prête un pouvoir. Je suis désolé, mais je dois vous dire que je ne suis pas du tout au niveau du pouvoir que vous me prêtez. En fait, on propose des usages et parce que ces usages rencontrent un formidable écho, parce qu'aujourd'hui dans la société française, c'est ce que vous dites. En tous les cas, on a un sondage qui le démontre, on a des résultats. Non, vous avez un sondage dont les questions sont dictées par vous et que vous démontrez. Je vous ai laissé tant bien que mal aller jusqu'au bout, donc essayons de faire la même chose. Et aujourd'hui, parce que ces usages rencontrent un formidable écho, on les voit se déployer partout. On les voit se déployer au niveau d'un certain nombre d'institutions, on les voit se déployer dans la parole politique. D'ailleurs, c'est un sujet qui est transverse au niveau politique. Et je crois simplement que c'est ça, aujourd'hui, ce qui désespère les tenants, en effet, d'une langue qui serait une langue qu'on ne pourrait pas actualiser. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Marie-Estelle, je dois vous dire les choses, je ne désespère pas de vous convaincre aussi. Et donc, je veux vous dire que vous passez dans votre quotidien votre vie à actualiser vos propres usages. Mais on est bien d'accord là-dessus. On n'a jamais dit votre vie à proposer de nouveaux mots parce que vous les voyez arriver, etc. Donc, vous avez le droit de dire que vous êtes contre l'écriture inclusive, mais je crois simplement que c'est aujourd'hui un aveuglement phallocrate de ne pas pouvoir se rendre compte du
du fait qu'il y a aujourd'hui un enjeu Moi, d'égalité. j'ai pas l'impression qui d'être- passe par son Marie- inscription j'ai pas dans la l'impression- langue. Moi, qui a très peu parlé. J'ai pas jusqu'à l'impression présent. d'être dans l'aveuglement L'aveuglement phallocrate. phallocrate. Je n'ai pas non plus l'impression d'être invisibilisée lorsque je parle ma langue. Et quand j'entends les humains, j'entends les hommes et les femmes. C'est normal. Je parle, Les mais humains, voilà. oui. Dans les hommes, mais quand vous on entendez dit les femmes, les hommes, par dans les exemple. hommes, Là, parfois les humains, les hommes, c'est normal, hein. J'entends Quand droit de j'entends- l'homme, droit de l'homme, j'exclus pas les femmes, oui, ça c'est Quand vrai, j'entends les effectivement. professeurs- Mais je déplore cette expression naturellement. Pourquoi Eh pas ben droits voilà, humains, vous voyez, ça me vous avez gêne. adopté l'écriture Est-ce qu'on inclusive peut en 15 minutes de laisser débat. parler Vous un déplorez tout petit peu, l'expression. s'il vous Vous êtes plaît, favorable à la Raphaël, féminisation. je voudrais... Ce que je déplore. Il y a comprenez une que vous femme avez là, dit ce que donc je qui dis. voudrait Vous parler. aimez les fesses. Donc je voudrais Vous y êtes rendu, entendre Raphaël, bienvenue. Marie-Estelle qui Moi, a ce que- très peu parlé. On est Simplement- désespéré de vous voir sur la comme question. le Allez-y, plus jeune s'il des vous plaît. rétrogrades. Simplement, Je ce suis que ravi je que vous soyez de pense, notre c'est que côté. c'est pas à la langue de changer les mentalités. Ce sont les mentalités qui doivent changer la Mais langue. ce Si sont les vous gens avez qui raison, parlent. C'est la langue, elle fait rien. Il y a un Si vous avez linguiste raison. belge qui parle de contrat social. Est-ce que ça vous irait, par exemple, Marie-Estelle, si par exemple on négociait en fait ensemble, usagers, Mais c'est ce qui s'est passé, c'est et linguistes. c'est typiquement ce qui s'est passé pour les rectifications orthographiques de 1989-1990. On voit que 30 ans après, c'est toujours pas accepté par la population française. On voit que ces fameuses Bien sûr, elle rectifications était pas au qu'on a courant. essayé d'imposer, les Français les ont rejetées en fait, ne les ont pas adoptées. Non, ils et ont c'est pas ce qui va su. se passer, c'est ce qui va Ah, se ça doit être ça. passer. C'est ça, ils Je n'ont pas pense- su. Moi, j'étais professeur de français au collège à l'époque. Je n'ai jamais reçu un seul mot de mon administration pour me dire qu'il y avait eu une réforme. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas passée? Parce que l'Académie française, qui a le droit de veto dans la commission, a dit OK, on dit OK à condition qu'elle ne soit pas appliquée. Donc, pendant l'Académie 25 française- ans, madame, il y a eu 5000 mots, je crois, qui sont répertoriés, qui ont eu 2 orthographes possibles. Non, l'Académie française Vous vous a dit, rendez compte voyons, du non, elle n'a pas dit ça. désordre L'Académie Vous vous rendez française- compte du désordre qu'on a créé. L'Académie en disant pendant française- 25 ans que l'Académie certains mots pouvaient française- avoir 2 orthographes. L'Académie Mais française c'est a pas dit nous, voyons hein. à l'usage, voyons à l'usage. Si l'usage, Bien sûr. le Bien sûr, on Raphaël, l'autorise, mais nous tout de sommes même, d'accord là-dessus. Eliane- Eh bien, les usages montrent que nous sommes en train Eliane d'avoir et raison. Raphaël, J'ai moi fait j'ai une une enquête. question à vous poser Ouais. quand même aussi. Sur Là, vous êtes en train vraiment de vous affronter de façon très Mais oui, forte parce sur la qu'on langue parle- française. On a un Mais faux on débat. parle pas la même bon, langue en fait. Et, Donc, on et sait pas j'ai de quand quoi même on envie de parle. vous demander à l'un et à l'autre, est-ce que la langue française est vraiment le préalable à la défense des droits des femmes? Est-ce qu'il n'y a Alors, pas aussi d'autres enjeux plus importants aujourd'hui pour Alors, la défense des droits des femmes? La première chose, je voudrais préciser tout à l'heure que faux débat typique, il n'est pas question de réécrire le Stendhal ni les autres écrivains. Ils ont écrit un texte, c'est intouchable. Ce dont nous parlons aujourd'hui, C'est le c'est cœur les du problème, articles ça. qu'on écrit dans le Figaro, ce sont des nouveaux livres qu'on écrit. Il ne s'agit pas on ne va pas faire dire autre chose aux auteurs et aux autrices que ce qu'ils ont écrit. La deuxième chose, ce qu'on entend souvent, y a-t-il pas plus important? Alors moi, je suis ravie Ça, c'est un d'entendre. mauvais argument. ça. Bien sûr, je suis ravie d'entendre tant de gens qui nous expliquent qu'est-ce que ce sont les combats très importants pour les femmes. Mais je réponds que nous ne sommes pas forcément monotâches. Moi, par exemple, je me bagarre depuis 25 ans pour un langage qui inclut les hommes et les femmes. Je suis aussi beaucoup intervenue pour la parité. Et ça m'arrive encore, ça m'est arrivé il y a encore 8 jours, de descendre dans la rue pour demander que la loi sur l'avortement, elle puisse être appliquée en France. Vous voyez, ça coûte rien Oui, d'utiliser le langage inclusif. Et pendant ce temps, on peut faire autre chose. ça peut aussi Vous me être permettez de répondre à contre-productif. ça En fait, cette idée-là qui serait que ce serait un faux débat, est-ce que ce serait le préalable, etc., elle repose sur une vision qui est une vision malthusienne des enjeux de société. C'est parce que ce qu'on nous dit finalement, c'est si on en faisait moins sur l'écriture inclusive, peut-être qu'on en ferait davantage sur le reste. Mais c'est faux. En réalité, l'écriture inclusive, et ça, pour le coup, je peux parler d'expérience. Ça fait 1 an que nous accompagnons des entreprises et des institutions dans leur appréhension de ces sujets-là. Et ça produit de manière immanquable 2 effets qui sont des effets puissants et qui interviennent sur la dimension sociale et pas strictement linguistique. 1, c'est un dispositif puissant de féminisation des effectifs. Donc c'est pour ça que le CNAM, par exemple, école d'ingénieurs, décide de devenir le CNAM, école d'ingénieurs, point milieu E, parce que le CNAM sait que ainsi cette institution va pouvoir dire aux filles, aux femmes, que leur place est pensée et travaillée et réfléchie. Donc c'est un levier puissant de féminisation des effectifs. 2, et ça répond encore mieux à votre point, c'est que l'écriture inclusive, c'est un ancrage éthique. Ça rend la question des inégalités, la question des discriminations, la question des carrières bloquées en entreprise insupportable, parce qu'on ne peut pas d'un côté être favorable et travailler en écriture inclusive, et de l'autre décider d'être aveugle à ces problèmes de société. Donc c'est un ancrage éthique puissant qui met au travail tout le reste, et je m'en réjouis. Alors, nous sommes tout de même Je voudrais quand même vous faire part de ce qui se passe, puisque nous sommes francophones, nous ne sommes pas seulement français. En Suisse, en Belgique
et au Québec, il n'y a pas ce débat. Enfin, il y a le débat, mais de façon beaucoup moins virulente, et les choses sont allées beaucoup plus loin. Et pourtant, ils défendent la langue française. Ils la défendent même parfois plus que nous, en France. C'est sûr. Je peux faire trois petites remarques sur cette question. Sur la question technique. D'abord, le fameux E. Le E qu'on met entre point médian. Je découvre point milieu en vous écoutant. Oui, c'est pas le même. Ah, c'est pas bon. Non. C'est vraiment infiniment subtil. Justement, Non, Baptiste, on est au cœur. On en parlera après d'ailleurs. On est au cœur du problème. Quand on pense. Je suis sûr que vous pourrez trouver. Je suis sûr que je vais pouvoir finir ma phrase. Finissez votre idée parce qu'on va bientôt passer aux questions des internautes et du public. Qui se trouve, qui écarte les jambes d'un mot, si j'ose dire, pour se ficher comme un crampon. Mais je rêve, vous êtes en train de sexualiser l'enjeu là. Mais je dis jambes, ami. C'est un jeu de mots. Ce sont des choses qu'il va falloir auxquelles il faudrait vous habituer. Mais je vais finir ma phrase quand même. Le E, donc, qui disloque un mot pour se mettre au milieu comme une victoire, comme un drapeau féminin, ou comme une victoire, et juste un E, donc, qui montre par là même qu'il est à la fois brandi et séparé du mot. C'est un symbole terrible. C'est le contraire d'une victoire. C'est pas une victoire, c'est une concession. C'est pire que tout. Donc, présenter ça comme une victoire me semble une erreur tragique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est pratique. Comment on fait quand on est dysorthographique ou dyslexique, pour apprendre à lire un texte écrit en écriture inclusive, ça, il faudra qu'on m'explique. Quand un enfant, par exemple, est incapable quand un enfant voit dans le manuel Hatier, j'en ai pour une seconde. Quand un enfant dans le manuel Hatier voit marqué agriculteur tris à côté et qu'il apprend à lire, s'il apprend méthode syllabique, il lira agriculteur tris. Il faut pratiquer la méthode globale pour dire les agriculteurs et les agricultrices. C'est donc le retour de la méthode globale. Ça, c'est votre affaire aussi. Et enfin, pardon, le dernier point, moi qui me semble complètement fou, encore une fois, c'est le volontarisme qui va derrière. C'est-à-dire, c'est le sentiment qu'on va éduquer les enfants à une conception égalitaire du monde en intégrant dans les mots ce petit E misérable qui montre qu'il est exclu des mots précisément en étant à part et séparé par des points médians, et qu'on va introduire des règles byzantines à l'intérieur de l'orthographe que les enfants ne maîtrisent pas. Sachant que ce manuel... Est-ce que je peux vous donner quand même, à propos de la graphie justement, un enfant qui apprend le mot temps, T-E-M-P-S, c'est quand même compliqué, c'est presque aussi compliqué qu'un point milieu, etc. Mais c'est justement pas la peine d'en rajouter. Alors bon, ce sont des codes, peut-être que les enfants... Quand vous lisez M. Antoven, vous savez lire Monsieur Antoven, là c'est pareil. Si vous demandez à un enfant de 7 ans de CE2, manuel Hatier, manuel pour CE2, vous demandez à un enfant de CE2 de lire M. Antoven, il lira M. Antoven. Marie-Estelle Pech, là, ma fibre féministe, va se fâcher parce qu'on l'a pas beaucoup entendu. Simplement, là où, quand on parle je pense que on est dans un combat contre-productif, un combat féministe contre-productif, quand effectivement on essaie d'introduire cette graphie, comme l'a fait le manuel scolaire Hatier, dans un manuel scolaire, voilà, qui est quand même... Comme le font aussi les Suisses, les Belges et les Québécois. Qui est destiné à des enfants de CE2, donc des enfants qui viennent juste d'apprendre à lire, qui sont encore en train d'apprendre à lire et à écrire en CE2, on leur introduit une espèce de bouillie d'écriture, c'est absolument illisible. Il faut leur expliquer, alors qu'on dit pas que ça s'écrit agriculteurisme, mais qu'il faut dire les agriculteurs et les agricultrices. Enfin, moi, si vous signez partout ailleurs, sauf l'écriture inclusive à partir de la 6e ou de la 3e, si vous signez sur ça maintenant, je signe aussi. Ah non, je signe pas. Non, mais voilà. Donc, si vous êtes contre l'initiative Hatier CE2, ça vous va pas en fait. Signons sur tout le reste. Donc l'initiative Hatier pour le CE2, ça vous va pas en fait. C'est trop tôt. La question de l'appréhension de la langue se pose moins. Pardon, je vous ai posé une question. Donc le Hatier pour CE2, ça vous va pas en fait. Non, mais ça trop tôt. C'est une bataille d'usage. Personnellement, je suis pas d'accord avec avec tout le protocole. C'est intéressant. Mais oui, on pourrait avoir un débat intéressant si on ne discutait pas de choses qui sont hors débat. Vous voyez, par exemple, le genre des mots inanimés n'est pas dans le débat. C'est vrai, on dit bien une voiture, on ne se pose pas la question. Personne ne vous empêche, au Figaro, si vous n'avez pas envie de dire agriculteur et de dire agriculteur et agricultrice. Après, je voudrais juste voit jamais dans les. Je voudrais juste revenir. Vous dites ça parce qu'après il va y avoir des questions du public. Simplement, peut-être juste recentrer. Parce que vous dites, Raphaël Haddad, que c'est un usage maintenant qui s'est répandu. Vous m'avez même dit que ça allait être la bataille éditoriale la victoire éditoriale du XXe siècle, la grande réforme, etc. Oui, c'est vrai. Moi, je pense au contraire que ça reste quand même circonscrit à un petit nombre de gens. Alors certes, dans les facultés, dans les universités de sciences humaines, on a cette féminisation
cette écriture inclusive qui peut être utilisée en cours de dans certains cours de sociologie, etc. On a ça vient beaucoup de la gauche aussi, de syndicats comme l'UNEF. Moi, ça fait des années que je vois l'UNEF utiliser l'écriture d'Île-de-France en écriture inclusive, c'est la gauche. Oui, et vous connaissez, Pierre vous savez Gattaz pourquoi qui tweet en écriture inclusive, c'est la gauche. Une fois. Non, mais voilà. J'ai rien dit, moi. Florian Philippot, et Dieu sait que je ne pensais pas un jour me servir de lui comme d'un argument. Nos internautes lointains, Florian Philippot, c'est le Front National. Ce n'est pas Florian Philippot qui a monté le parti des patriots. Et par exemple, les Républicains, en fait, c'est une blague. Pour la petite histoire, les Républicains à Paris, la personne qui tenait le compte Twitter pour s'amuser et qui devait partir a mis de l'écriture inclusive. Mais c'était pas franchement volontaire. Et Madame Bovary, le rouge et le noir, la recherche du temps perdu, on n'y touche pas à ça. Hors sujet. Alors, c'est écrit dans le manuel. Vous allez pouvoir continuer à répondre. Je ne sais pas si parmi le public, il y a des questions. Magnifique. On voit s'il y a des questions. Donc ça veut dire que les gens vont être... Alors, juste une chose, si on n'y touche pas, ça veut dire que prenez la parole, les enfants... qui a un micro, si là, on n'y touche pas, ça veut dire que les enfants qui vont lire le rouge et le noir vont avoir accès à un langage qui n'est pas le langage qu'on va leur enseigner à l'école, dans l'hypothèse où ils apprennent l'écriture inclusive, ce qui a pour effet, comme pour l'arabe parlé et l'arabe dialectal, tout simplement de produire une exclusion qui est une exclusion sociale entre d'un côté ceux qui peuvent lire le rouge et le noir en écriture ancienne et ceux qui n'ont pas accès à ce genre de texte. Mais vous disiez à l'instant que ça complexifiait, ce sera plus simple, ce sera... Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Non, personne, on continue le débat entre nous. On leur apprend une langue pour se communiquer aujourd'hui. Non, mais ils apprennent à parler en lisant aussi le rouge et le noir. Donc il y a d'un côté ceux qui vont réussir à lire le rouge et le noir, et d'autre côté ceux qui n'auront accès qu'à l'écriture inclusive. Et au nom de l'inclusion, vous allez exclure les gens d'un certain nombre de livres. C'est dommage, ça. Pas du tout, tout le monde pourra lire. Cette écriture inclusive aussi peut se conjuguer avec l'écriture littéraire. Vous êtes professeur de littérature, avec la littérature, tout simplement. Est-ce que les écrivains et écrivaines, auteurs, autrices, peuvent s'emparer de cette écriture inclusive? Alors moi, je pense que ils et elles et ils, peut-être, puisqu'on tente des pronoms nouveaux, feront ce qu'ils veulent et ce qu'elles veulent. La littérature n'est pas... il est évident que si un auteur ou une autrice veut parler de... je ne sais pas moi, veut utiliser le mot étudiante et étudiant et mettre un point, et demande à son éditeur l'autorisation, et si l'éditeur veut bien mettre un point milieu, ça les regarde. Mais en général, nous ne parlons pas de cela. Nous parlons du langage courant, nous parlons de l'écriture courante, nous parlons du fait que quand on s'adresse à des gens, quand on ouvre un journal pour lire, comme on le fait tous les jours, des informations, par exemple, sur le monde des commerçants, je ne supporte plus qu'on me parle des commerçants, TS, du début à la fin. Je ne supporte plus les articles, comme j'en ai lu un il y a encore 2 ans, dans Le Monde, sur les jeunes agriculteurs. C'était tout sur les jeunes agriculteurs. Mais c'est bien quand... C'était tout sur les... Laissez-moi finir. C'était tout sur les jeunes agriculteurs. Il y avait bien 2 jeunes filles qui étaient interviewées, mais ça se terminait sur le vrai problème aujourd'hui des jeunes agriculteurs, c'est trouveront-ils une épouse ? Alors, soit de 2 choses l'une. Soit les jeunes agricultrices ont une sexualité et les femmes ont le droit de se marier aussi et de trouver une épouse, non ? Et il faut nous en dire plus. C'est très dommage que l'article s'arrête là. Il fallait en savoir plus. Ou bien c'est la preuve que dans la tête de la personne qui écrit jeunes agriculteurs, elle pense jeunes agriculteurs. Non, c'est la preuve que le mariage pour tous était entré dans l'écriture de l'article. On peut faire des... Dis-je de mauvaise foi. On va continuer à plaisanter. Mais là, j'essaye d'expliciter exactement ce que dit le sondage de ce soir. Quand on ne parle que au masculin, dans notre tête, on a essentiellement du masculin. Vous êtes la preuve vivante du contraire. Vous êtes la preuve vivante du contraire. Vous avez appris à lire hors écriture inclusive. Vous avez appris à écrire hors écriture inclusive. Mais naturellement, moi aussi, madame. Alors, je ne désespère pas du tout. Je suis comme Raphaël Enthoven, Raphaël Haddad. Vous allez signer le même papier tout à l'heure. Il faudra qu'on s'entende sur l'orthographe d'abord. Non, l'orthographe, c'est pas le sujet. Juste après, je voudrais rester aussi sur cette histoire de littérature. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un écrivain, une écrivaine qui jouerait avec cette... Bien sûr. Sans doute, mais moi, il me semble que tout part d'un malentendu. C'est-à-dire cette formule malheureuse qui veut que on dit le masculin l'emporte sur le féminin. Elle n'est pas malheureuse, elle dit ce qu'elle veut dire. Et c'est vrai qu'une petite fille qui entend ça, qui apprend ça à l'école primaire, ou un petit garçon, moi c'est un petit garçon. Oui, ça fait des ravages. Effectivement, d'ailleurs, il y a parfois des débats dans les classes en primaire, mais pourquoi, etc. Mais c'est injuste, etc. Donc peut-être que cette formule, effectivement malheureuse, il faudrait la transformer, apprendre peut-être cette règle de façon un
peu plus subtile aux enfants. On peut revenir à avant le genre je le pense plus noble. Et peut-être faut-il expliquer davantage cette règle. Peut-être que les gens finalement ne la comprennent pas. Cette violence est une vue de l'esprit. Elle n'est pas. C'est ça. Alors, Raphaël, on la cache de pédagogie. On met la poussière sous le tapis. Enfin. Il ne s'agit pas de mettre la poussière sous le tapis Non, mais à aucun moment. Il ne s'agit pas de mettre. Il va falloir faire court parce qu'il nous reste très peu de temps avant la. Très rapidement. Ah, il y a une question dans le public. Alors Sylvie, vous m'avez proposé de prendre la parole, je la prends très vite. Mais on va passer aussi. Moi, je voudrais dire parce qu'à un moment, public, je veux pas qu'on se laisse enfermer dans une question qui est une question grammaticale ou syntaxique. C'est un enjeu de société. Et les arguments que vous présentez sont des arguments dont j'entends la sincérité, seraient risibles si, en fait, ça n'avait pas des conséquences réelles sur la société, des conséquences trop graves sur la société. Parlez un instant, mais peut-être vous, penchez-vous autour de vous. Non, mais c'est pas la langue qui fait que la société est inégale entre les hommes et les femmes. Eh bien, moi, je crois que si. Je pense que quand on est une jeune fille et qu'on se demande si dans sa vie on va devenir entraîneuse, je pense que l'inconfort syntaxique entraîne un inconfort social qui est important. Je pense que si on ne peut pas se dire hôtesse sans crainte de déclencher des lazis, eh bien, ça produit des effets sociaux. Je pense que quand on nous explique que le masculin vaut neutre et qu'on présente à des filles un texte au féminin générique pour leur dire quel effet ça vous fait, elles prennent conscience des mécanismes d'intériorisation et de la violence sociale que ça représente. C'est tout ça auquel je voudrais que vous vous confrontiez Raphaël, à l'occasion d'un atelier auquel je suis ravi de vous inviter. On a bien compris, il nous reste très peu de temps pour le public et il y a quelqu'un d'audacieux là qui se lève et qui essaye de vous poser une question. Moi, je voulais savoir dans ce débat si vous faites une différence entre les préoccupations privées d'un éditeur et une préoccupation politique, parce que vous présentez madame à la fois comme auteur... Autrice. Mais auteur, j'ai pas le droit, non non, moi j'essaie de parler français, donc je dis autrice. Je croyais qu'auteur aussi, je fais ma parenthèse, c'était possible. Comme à la fois ah bon, alors il faudrait savoir. Alors laissez monsieur poser sa question. Et en même temps, si j'ai bien compris, vous êtes enseignante. Oui. Donc je voulais savoir si le débat concernait uniquement des individus privés qui manient la langue comme ils l'entendent, ou si il y avait une préoccupation politique pour, comme vous y avez fait référence, que le pouvoir au niveau éducatif donne des nouvelles règles, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller vers là à nouveau une reprise en main par les c'est tout le débat justement de ce débat sur la langue. Alors allez-y. Vous réponse par rapport à ça. Alors sur la question de l'usage du féminin. Il y a déjà une législation relativement longue. Depuis 1986, on a eu les premières circulaires signées du Premier ministre, etc. On en a d'autres. C'est-à-dire que l'État promeut l'usage du féminin quand on parle des femmes, que ces agentes, que toutes les personnes qui travaillent dans les institutions qui dépendent de l'État, dans les administrations. Donc là-dessus, on a une législation. Je doute qu'il y ait jamais une législation sur les abréviations qui commencent à se mettre en place pour lorsqu'on veut dire les commerçants et les commerçantes, les acteurs et les actrices, qu'il n'y ait jamais une législation. Il n'y a pas de police de la langue en France. Il y a une institution qui se dit la gardienne de la langue, qui n'a aucune compétence pour garder quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas un linguiste, pas un historien de la langue française. À l'Académie française, il n'y a pas de linguiste. Je parle de l'Académie française. Oui, madame, vous verrez la liste des gens qui travaillent dans l'Académie française. Vous verrez qu'il n'y a pas un spécialiste. Donc il n'y a pas il y a cette institution qui se dit la gardienne, et à côté de ça, il y a l'État qui de temps en temps intervient pour essayer de faire que les choses soient justes. Mais au-delà de ça, ce sont uniquement des usages qui sont essayés par les uns et les autres. Et le point milieu, par exemple, ça fait 15 ans qu'on l'utilise. Marie-Estelle, et après on va arrêter là ce premier débat. Monsieur parlait de l'éducation, et bien entendu, le ministère de l'Éducation nationale n'a jamais recommandé l'utilisation de l'écriture inclusive. Et en cela, ce manuel d'Attier, le ministre lui-même l'a dit d'ailleurs. Le ministre lui-même l'a dit aujourd'hui, depuis plusieurs jours, je ne recommande pas cette écriture. Donc ce n'est pas recommandé, non. S'opposant à la convention que son ministère a signée il y a quelques mois. Considérant pas, alors c'est très intéressant, c'est pas tout à fait vrai. Quand le ministre écrit, fait valoir qu'il n'est pas favorable à l'écriture inclusive, vous avez des féministes, Caroline de Haas par exemple, qui ne nie pas ses propres paroles, qui a dit voilà, l'égalité grande cause nationale, sauf à l'éducation nationale. Ce que je trouve absurde, infondé, grotesque, comme si on avait indexé la lutte pour l'égalité sur
sur l'écriture inclusive, comme si soudain cette chose-là était devenue le curseur de l'égalitarisme. J'y crois pas du tout. Sylvie, très vite, si vous me le permettez. Très vite alors. Vraiment très rapidement. Moi, je voudrais dire à celles et ceux qui nous regardent qu'en fait, nous sommes enfermés dans un mythe. On pense qu'il y a des institutions qui veillent au grain du langage. La réalité, pour peu que l'on s'intéresse à l'histoire de la langue, c'est précisément l'inverse. On a des institutions qui régulent, selon un vieux principe en politique qui est qu'il faut organiser ce qu'on ne peut plus empêcher, des usages qui socialement leur préexistent toujours. Il en va de notre responsabilité individuelle, de la vôtre, de la mienne, de celle il y a toujours des mots nouveaux dans les langues. C'est pas vrai, les dictionnaires changent. Un dictionnaire n'est pas le même d'une année sur l'autre. C'est précisément ce que nous espérons au travers de cette démarche. L'une et l'autre, parce que nous arrivons au terme de ce premier débat, qui était fort véhément, mais bon, évidemment très passionnant et passionné. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. On va poursuivre dans quelques minutes, ça je le dis pour les internautes qui nous regardent en public en direct sur Facebook et qui peuvent poser des questions. Et le public, bien évidemment, vous êtes invités à rester pour le deuxième débat où on va parler aussi plus pratiquement de la mise en place ou pas de cette écriture inclusive. Merci beaucoup à vous quatre. Merci. Merci.